pas d'importance que la règle soit très stricte ou qu'elle soit très libérale. Ça n'a pas d'importance qu'elle exclue la sœur, ou bien qu'elle introduise une distinction entre la sœur cadette et la sœur aînée, dont l'une se trouvera être permise et l'autre sera prohibée. Ce qui est important, ce qui est une contrainte, c'est qu'il y ait un goulot d'étranglement, parce qu'à partir du moment où quelque chose m'est interdit dans le cercle le plus proche de ma parenté, alors je suis obligé de m'adresser à une autre famille pour combler en quelque sorte ce manque, ce déficit, et donc les familles biologiques se trouvent contraintes de s'unir entre elles, et s'unissant entre elles, de constituer une société. Et remarquez d'ailleurs que dans les sociétés qu'étudient les ethnologues, les échanges matrimoniaux ne sont qu'un aspect d'autres échanges, échanges économiques, échanges rituels dont ils sont tout à fait solidaires. On n'échange pas seulement les femmes, on échange les biens en même temps qu'on échange, on échange les femmes en même temps qu'on échange les biens. Et quand nous étudions tous ces grands cycles cérémoniels auxquels s'adonnent certaines sociétés, que ce soit de Polynésie, de Mélanésie, d'Amérique, ou je pourrais dire de sociétés du monde, car de façon inégale, ça se retrouve partout, eh bien on s'aperçoit que les échanges se balancent toujours les uns les autres en fin de compte, que cette notion de réciprocité a une valeur explicative extrêmement profonde pour toutes sortes de phénomènes qui ne sont pas seulement ceux d'organisation sociale ou autres, mais qui se retrouveraient dans la vie économique ou dans la vie religieuse. Si les cultures diffèrent les unes des autres, c'est parce que les règles ne sont pas les mêmes pour telle et telle culture. Ici, on fait les choses de cette façon et on doit les faire de cette façon, tandis que dans la société d'à côté, on doit les faire d'une autre manière, et c'est la différence. Tandis que dans l'ordre de la nature, on ne peut pas parler de règles, on peut seulement parler de lois. Et s'il existe donc, s'il est possible de découvrir une règle qui offre ce caractère d'être une règle, précisément, mais qui soit en même temps universelle, on se trouvera en possession d'un type de phénomène qui marque en quelque sorte l'articulation de la nature, où les lois sont universelles mais ne sont pas des règles, et de la culture, où les règles existent mais ne sont pas universelles. Et la présence d'une règle universelle comme la prohibition de l'inceste est donc celle qui peut le mieux nous faire comprendre comment s'articule et comment le passage a pu se faire de la nature à la culture. Je me sentais un peu à l'écart, tant sous le rapport de la vie sociale que sous celui de ma carrière universitaire. Et disons, pour une fois dans ma vie, j'ai eu envie d'écrire exactement tout ce qui me passait par la tête, comme ça me passait par la tête. Et de fait, Triste Tropique a été écrit extrêmement vite, en 4 mois, si je ne me trompe, et c'est un assez gros livre. Et le titre même que je lui ai donné, Triste Tropique, me venait de l'adolescence,
C'était le titre d'un roman que j'avais songé écrire quand j'étais beaucoup plus jeune. Je vous dis simplement ça pour vous montrer enfin dans quelle atmosphère j'avais placé la rédaction de ce livre. Alors voilà, c'est une sorte d'école buissonnière que je me suis permis de faire pendant quelques mois. Ce que je voulais montrer, c'est que, d'abord, la pensée que j'appelle sauvage, je veux dire la pensée intellectuelle, est quelque chose comme une fleur sauvage qui s'est développée dans certaines conditions de vie et à l'abri de la civilisation, ou de ce que nous appelons comme tel, et puis d'autre part, et peut-être surtout, parce que j'essayais de montrer l'importance que pour cette pensée offraient les classifications naturelles, et que les espèces botaniques ou zoologiques constituaient le modèle logique que la nature proposait en quelque sorte tout fait, ready-made, prêt à porter à la réflexion humaine pour qu'elle-même s'en empare et classe les choses sociales de cette façon-là. Cette pensée essaye d'introduire de la logique dans le monde au niveau des données de la sensibilité. Autrement dit, de considérer que tout dans l'univers a un sens et que le monde signifie sur le plan des couleurs, des saveurs, des textures, des sons et ainsi de suite. Tandis que, comme nous l'avons tous appris en classe de philosophie, une condition pour que la science moderne se constitue, c'est la distinction cartésienne entre les qualités secondes et les qualités premières, c'est-à-dire un effort pour déplacer l'intelligibilité du plan de la sensibilité à celui de notions plus abstraites. J'essayais de montrer que cette logique, premièrement, n'était pas aussi différente de la nôtre qu'on pouvait le supposer, et que peut-être même le progrès de la pensée moderne, les nouvelles logiques, les nouvelles formes de réflexion mathématique, je ne dirais pas, ce serait absurde, ce serait un paradoxe, tendait à se rapprocher de la pensée des sauvages, mais nous aider à mieux comprendre, en tout cas, certains aspects de cette pensée qui, dans un état inférieur de notre propre réflexion logique, nous paraissait absurde, condamnable ou inadmissible. Et puis, j'ai essayé de mettre en lumière que cette réflexion procédait d'un appétit véritablement intellectuel qui n'était pas du tout nécessaire d'introduire des éléments sentimentaux, mystiques ou émotifs qu'il y avait dans ce que nous appelons la vie sauvage, un désir de comprendre intellectuellement les choses de l'univers qui ne le cédait en rien par son ardeur, par ses exigences à ceux de la science moderne, bien que naturellement les résultats soient tout à fait différents. Sartre venait de publier la critique de la raison dialectique, livre dans lequel il exprime un certain nombre de vues sur l'anthropologie en général et sur la place des sociétés dites primitives en particulier, qui ne m'étaient pas du tout apparues coïncider avec les vues des ethnologues eux-mêmes. Et donc j'avais essayé d'approfondir les raisons de ces divergences. C'est donc par le côté, sur le bord et incidemment, si vous voulez, que ma réflexion s'est trouvée rencontrer l'existentialisme.
Maintenant, si vous me posez la question, je vous dirais que l'existentialisme, qui à mes yeux représente, et ça n'est pas du tout une critique, bien au contraire, mais la dernière en date, et peut-être après tout la dernière, je ne sais pas, manifestation de la grande métaphysique, au sens